Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Quarantaine de gendarmes et policiers ivoiriens poursuivis pour raquettes sur les routes seront jugés en octobre. C'est ce qu'a annoncé vendredi le procureur militaire prônant une tolérance zéro face à la corruption. 9 civils ont été tués, 23 blessés dans une récente frappe aérienne au Nigeria selon un premier bilan officiel. Les autorités politiques et militaires ont dit ouvrir une enquête à cet effet. En Éthiopie, une situation dans le nord embarrasse le PAM. L'organisation attend toujours le retour de centaines de camions ayant transporté l'aide alimentaire au Tigré. La région est en proie à la guerre depuis novembre. C'est là le sommet de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Une quarantaine de gendarmes et de policiers ivoiriens poursuivis pour raquettes sur les routes seront jugés en octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé vendredi le procureur militaire prônant une tolérance zéro face à la corruption des forces de l'ordre dans les pays. Reportage. Nous n'allons plus tolérer certaines choses. Nous allons désormais rentrer dans la phase de la sanction et de la répression dès la rentrée judiciaire. Le tribunal militaire a déjà programmé le jugement de 43 policiers et gendarmes pour raquettes sur les routes, a déclaré à l'AFP le général Ange Kessi, commissaire du gouvernement chargé de poursuivre les militaires qui ont enfreint la loi. Pour lui, si les agents d'application de la loi ne sont pas intègres et foulent au pied le droit, ils ruinent la confiance de nos concitoyens en sa police et en sa gendarmerie. Ce procès se tiendra dans le cadre des opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, lancées ces derniers mois par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le message, c'est « Attention à la fraude, attention aux raquettes ». L'État vous voit, avait déclaré mardi le ministre Zoro Epifane Ballo en dévoilant ces opérations. Des commerçants se sentent surtaxés et affirment que l'argent va dans les poches des forces de défense et de sécurité qui ont dévoyé leur mission, a martelé le ministre vendredi lors d'une conférence de presse commune aux côtés du général Kessi. Il faut que nos forces de défense et de sécurité sachent qu'elles sont commises à la restauration de la confiance entre la population et l'État et entre l'État et ses partenaires au développement, a-t-il ajouté. Selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International, la principale organisation non gouvernementale de lutte contre la corruption dans le monde, la Côte d'Ivoire a amélioré sa performance depuis 2013 et se classe au 104e rang sur 180 pays. Mais, selon une enquête réalisée en 2017 par Afrobaromètre, un Ivoirien sur deux déclarait payer des pots de vin aux agents de police ou de gendarmerie pour éviter des problèmes. 1 sur 3 payait les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents. Et 2 tiers considéraient que signaler un cas de corruption était dangereux du fait du risque de représailles. 9 civils ont été tués et 23 blessés dans une récente frappe aérienne au Nigeria selon un premier bilan officiel. Les autorités du pays enquêtent à propos selon donc les informations disponibles. Reportage. Plusieurs habitants affirment que 10 villageois ont été tués et au moins 19 blessés mercredi quand un appareil de l'aviation nigériane a ouvert le feu mercredi sur le village de Bouari dans l'état nigérien de Yobe au nord-est. L'armée de l'air nigériane a reconnu jeudi avoir envoyé la veille un avion dans cette zone longeant la frontière entre le Nigeria et le Niger pour répondre à des activités terroristes présumées. Sans donner de bilan, elle a dit enquêter sur des affirmations faisant état de civils tués par erreur. 9 personnes ont été tuées, a déclaré vendredi le chef de l'agence de gestion des crises de l'état de Yobe, Mohamed Gogé, au lendemain d'une visite du village de Bouari. Au moins 23 personnes ont été blessées, a-t-il ajouté, des hommes, des femmes et des enfants. 2 blessés dans un état critique ont été transportés dans un hôpital de la capitale de l'État, Damaturu, a-t-il précisé. Il a expliqué aussi que ses services avaient commencé à réparer le seul puits du village, alimenté par l'électricité solaire et détruit par la frappe aérienne.
Le Nigeria combat depuis 12 ans une insurrection djihadiste qui a fait au moins 40 000 morts et 2 millions de déplacés et s'est étendue au Niger, Tchad et au Cameroun voisin. Le gouverneur de l'État de Yobe, Maïma Labouni, avait indiqué jeudi que des vies avaient été perdues lors d'une frappe aérienne sur Bouari, sans confirmer le bilan. C'est peut-être un accident ou une erreur de cible, mais le gouvernement va agir main dans la main avec les organismes de sécurité pour découvrir les causes profondes de cet incident, a assuré son porte-parole, Maman Mohamed, dans un communiqué. En Éthiopie, une situation dans le nord du pays embarrasse le programme alimentaire mondial. L'organisation attend toujours le retour de centaines de camions ayant transporté de l'aide humanitaire au Tigré, une région en proie à la guerre depuis novembre. Depuis le 12 juillet, 445 camions affrétés par le programme alimentaire mondial pour acheminer de l'aide sont entrés au Tigré, mais seuls 38 sont revenus, a déclaré le porte-parole de l'agence onusienne. Pour le moment, c'est le principal obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire vers le Tigré. Nous ne sommes pas en mesure de constituer des convois de taille significative en raison du manque de camions, a-t-il déclaré. Le PAM n'a aucune information sur l'endroit où se trouvent les camions ni à quoi ils servent. Le Tigré est plongé dans la guerre depuis novembre lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed y a envoyé l'armée pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, qu'il accuse d'avoir orchestré des attaques contre les camps militaires fédéraux. Le prix Nobel de la paix 2019 a déclaré la victoire fin novembre, mais le conflit s'est ensuite enlisé. Les forces pro-TPLF ont repris fin juin le contrôle de l'essentiel de la région. Abiy Ahmed a alors déclaré un cessez-le-feu humanitaire et l'armée éthiopienne s'est en grande partie retirée du Tigré. Mais la région où 400 000 personnes vivent dans des conditions proches de la famine se trouve toujours sous un blocus de facto qui fait courir le risque d'une catastrophe imminente, estime l'ONU. C'est un revers pour l'ancien président Jacob Zuma. Là, nous sommes en Afrique du Sud. La Cour constitutionnelle sud-africaine a rejeté ce vendredi la requête de l'ex-chef d'État Zuma. À travers cette requête, demandait à la juridiction de revenir sur sa décision, le condamna à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Reportage. La requête en annulation est rejetée, a déclaré le juge Sissi Kampepe, donnant lecture de la décision de la plus haute juridiction du pays qui qualifie de magouille procédurale la tentative de l'ex-chef de l'État et de ses avocats de faire annuler sa condamnation. La majorité des juges rejette catégoriquement toute idée que les plaignants puissent être autorisés à massacrer à leur gré une procédure judiciaire qui, à tous égards, s'est déroulée avec le plus haut degré de régularité, a poursuivi le juge. Cette confirmation de la condamnation de Jacob Zuma ne remet pas en cause la libération conditionnelle dont il a bénéficié pour des raisons médicales début septembre. Incarcéré en juillet pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence, Zuma, âgé de 79 ans, est en liberté conditionnelle pour raisons médicales depuis début septembre. Hospitalisé depuis août hors de la prison dans laquelle il avait commencé à purger sa peine, il a subi une opération dont les raisons n'ont pas été dévoilées. Parallèlement, la reprise de son procès pour corruption a été repoussée au 21 et 22 septembre dans l'attente de nouvelles conclusions sur son état de santé. Deux projets de loi d'amnistie pour les coups d'État d'août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, puis de mai 2021 contre le président de transition Banda, ont été adoptés jeudi. C'est une information qui a été donnée à la fois par des sources gouvernementales et parlementaires. Les détails. Ces projets de loi ont été votés par le Conseil national de transition, CNT, qui tient lieu de Parlement par 99 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, a annoncé le ministère de la Justice dans un communiqué. Désormais, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre les auteurs des infractions, a expliqué à l'AFP le président de la commission des lois du CNT, Souleymane D. En vertu de ces nouvelles lois, on ne peut pas poursuivre des responsables pour des infractions comme complot militaire, insoumission, etc., a-t-il précisé. Le chef des Poutis qui ont déposé le président Keïta le 18 août 2020
Le colonel Assimi Goïta a fait arrêter le 24 mai le président de transition et son premier ministre Mokhtar Ouane. Ce second coup de force, en moins d'un an, intervenait après la décision de Mokhtar Ouane et de Bandao de former un nouveau gouvernement écartant des figures de la junte. Cette amnistie au profit des militaires est adoptée alors qu'au début du mois, un premier responsable, commandant d'une unité de la police, a été placé en détention pour son rôle présumé dans la répression de manifestations en juillet 2020, avant le putsch. Il s'agit du commissaire Oumar Samake, chef de la force spéciale antiterroriste Forsat. Le 10 juillet 2020, après des semaines de mobilisation contre le président Keïta, une manifestation avait dégénéré en plusieurs jours de troubles à Bamako. L'opposition avait fait état de 23 morts et l'ONU de 14 manifestants, dont 2 enfants tués pendant la répression. Aux États-Unis, une mystérieuse affaire tient en haleine le pays. Un influent avocat américain dont la femme et le fils ont été tués s'est rendu à la police de Caroline du Sud. Il a été inculpé de fraude à l'assurance et de faux témoignages pour avoir organisé sans succès son propre meurtre. Les récits. Au cœur d'une affaire à tiroir qui tient les États-Unis en haleine, Alex Murdaugh, âgé de 53 ans, s'est rendu à la police de Caroline du Sud jeudi matin. Quelques heures plus tard, une juge l'a remise en liberté conditionnelle contre le versement d'une caution de $20 000. L'avocat nie toute responsabilité dans la mort de son épouse et de son fils Paul, un étudiant de 22 ans, qu'il a découvert criblé de balles le 7 juin devant le pavillon de chasse familiale. Mais il reconnaît avoir demandé à un ancien client de l'abattre afin que son dernier fils, encore en vie, touche $10 millions d'assurance vie. Le tireur l'a blessé à la tête le 4 septembre, mais l'avocat a survécu. Lors de l'audience jeudi, son conseil a assuré qu'il souffrait depuis 20 ans d'une grave addiction aux opiacés. La mort de sa femme et de son fils l'ont fait craquer, a-t-il plaidé. En attendant d'être jugé pour une arnaque ratée, l'avocat va suivre une cure de désintoxication. Ses ennuis judiciaires ne s'arrêteront pas sans doute là. La police de Caroline du Sud enquête également sur des accusations de détournement de fonds dans son cabinet d'avocat et vient d'ouvrir des investigations sur la mort de son employé de maison en 2018. C'est sur cette information que je referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.